Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Animal charismatique aux cornes majestueuses, le bouquetin est l'emblème de la Vanoise. Et pour cause, son parc national, premier parc français, a été créé en 1963 tout spécialement pour protéger cette espèce qui a failli disparaître de notre territoire. Victimes des prédateurs et surtout de la chasse ou du braconnage, les bouquetins étaient tués pour leur viande, mais aussi pour des raisons médicinales. En effet, on utilisait leurs cornes comme aphrodisiaque, leur sang comme remède contre les calculs urinaires, leur estomac comme antidépresseur, et on brandissait même volontiers un de leurs petits os en forme de croix comme talisman contre la mort. Les humains avaient ainsi de nombreuses raisons de courir après les bouquetins, des animaux placides et grégaires, qui ont alors élaboré une stratégie bien à eux pour leur échapper, devenir les rois des sommets. En effet, ces équilibristes ont des particularités morphologiques qui leur permettent d'être des as de l'escalade et de fuir en altitude dans des zones inaccessibles au moindre danger. Une technique qui a fonctionné bien longtemps, jusqu'à la démocratisation des armes à feu. Les humains, moins agiles et moins rapides, avaient désormais les bouquetins à portée de fusil. Le carnage a été important et le déclin de l'espèce très rapide. On dit qu'à la fin du 19e siècle, il n'en restait que quelques dizaines et uniquement en Vanoise. Comment les bouquetins ont-ils réussi à survivre en France jusqu'en 2021 ? Pour en savoir plus, nous accueillons par téléphone Stéphane Desrousseaux, accompagnateur en montagne, animateur nature et photographe. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Alors Stéphane, le bouquetin, il est facilement reconnaissable grâce à ses cornes qui vont d'ailleurs pousser toute l'année. Celles des boucs peuvent faire jusqu'à 1 mètre et peser 5 kilos. Est-ce qu'ils sont morphologiquement adaptés pour supporter tout ce poids ? Oui, et j'aimerais d'abord parler du bouquetin en fait, qui est l'animal emblématique des falaises, le souverain des sommets. Et effectivement, on remarque souvent sa silhouette en haut des sommets sur les crêtes et on le distingue aussi très bien grâce à ses cornes. Elle pèse en moyenne entre 3 et 3,5 kg, mais certaines peuvent aller jusqu'à 5 voire 6 kg. Alors bien sûr, le bouquetin est adapté pour les supporter, sinon ça serait un peu compliqué pour lui. Il possède des muscles puissants au niveau de la nuque et si on observe bien, on peut voir une saillie qui fait une forme de bosse. Concernant la longueur, elles peuvent atteindre effectivement 1 mètre de longueur. Stéphane, est-ce que c'est comme pour les cerfs ? Plus les conditions de vie sont bonnes, plus les cornes vont pousser vite ? En effet, la croissance en fait va être dépendante des conditions environnementales. D'ailleurs, elle se fait uniquement en été et elle va s'interrompre en hiver. La croissance est conditionnée par les conditions et les ressources que le bouquetin va pouvoir trouver dans son environnement. Si elles sont faibles, il va utiliser ces ressources pour sa survie. Si les ressources sont abondantes, il peut utiliser l'énergie qu'il va en puiser pour la croissance des cornes et sa vie au quotidien. En observant les cornes des bouquetins, Stéphane, on peut savoir leur âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait ? On peut déterminer l'âge du bouquetin en observant des cernes qui sont visibles sur les cornes. Ce sont des sillons circulaires qui sont visibles mais seulement sur la face postérieure, donc à l'arrière de la corne. Donc en comptant les cernes, on peut savoir l'âge du bouquetin puisqu'il va y avoir qu'une seule pousse par an. Donc on part du haut de la corne et on redescend vers le bas de la corne pour savoir son âge. Il ne faut pas confondre ces cernes avec la face antérieure de la corne qui présente ce qu'on appelle, il y a plusieurs noms, tubérosité ou nodosité. C'est comme des petits bourrelets qui vont faire des ornements sur la corne. À noter, Stéphane, que les femelles, elles ont des cornes qui sont plus courtes et plus fines. Ça veut dire qu'on a plus de mal à déterminer quel âge elles ont ? Oui, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, à distance, c'est quasiment impossible. J'en serais incapable. Donc, les cornes de l'étal, elles sont plus modestes. Elles n'ont pas vraiment de nodosité sur la face antérieure. Elles mesurent à peu près 30 cm maximum. Par contre, leur poids, c'est de 100 à 300 grammes, contrairement aux 5-6 kg du mâle. C'est vraiment petit. Du coup, c'est assez compliqué de déterminer l'âge des femelles adultes. Vous parlez d'étagne, ça tombe bien car il y a effectivement des termes différents. Pour qualifier les bouquetins suivant leur âge, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on doit les appeler ? Les jeunes bouquetins, jusqu'à 1 an, on va les appeler les cabris. Voilà, on n'arrive pas à déterminer leur âge avant la 2e année. Donc, à partir de la 2e année, on peut voir si c'est un mâle ou une femelle. La femelle, on l'appellera l'éterle et le mâle, on l'appellera l'éterlou. Puis, ensuite, quand ils deviennent adultes, le bouquetin mâle, on l'appelle le bouc
et la femelle, on l'appelle l'étagne. Et outre ces cornes, est-ce qu'il y a d'autres différences physiques, fondamentales entre les mâles et les femelles, entre les boucs et les étagnes ? Les mâles peuvent peser 2 fois plus que les femelles. Si on regarde un peu les mensurations, on peut regarder les critères de longueur, de hauteur, au garrot et de poids. Le mâle peut avoir une longueur du corps entre 1m10 et 1m60, alors que la femelle, elle est entre 1m et 1m30. Pareil pour la taille, le mâle est un peu plus grand, 75 à 90 cm, alors que la femelle 70-80 cm. Et concernant le poids, les mâles peuvent aller jusqu'à 100 kg, alors que les femelles, c'est entre 35 et 50 kg. Une autre différence, c'est le pelage. Chez les mâles adultes, le pelage d'été est globalement plus gris, à l'exception du ventre qui est parfois blanc, alors que la femelle, elle, en toute saison, le pelage est beaucoup plus clair. On va plus aller vers un beige jaunâtre avec le ventre blanc. Voilà, on distingue aussi des membres et une bande dorsale plus foncée. L'hiver, les teintes des mâles et des femelles sont beaucoup plus sombres pour pouvoir capter la chaleur du soleil. Stéphane, on entend souvent les sabots des bouquetins être comparés à des chaussons d'escalade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est assez phénoménal en fait. Le bouquetin, c'est un équilibriste. On dit qu'il surclasse d'ailleurs le chamois sur les rochers et les dalles lisses, bien qu'il ait une silhouette massive et un point important. Il est à l'aise, il déambule sur certaines parois avec beaucoup de sûreté, et cela grâce à des sabots qui sont antidérapants. Donc il a 2 sabots larges, formés de 2 ongles. L'ongle des sabots est formé d'une corne à la fois très dure, tandis que son coussinet arrière, ce qui est à l'arrière du coussinet, la plante, c'est antidérapant et amortisseur grâce à son épaisseur. C'est ce qui lui permet à la fois de tenir et de ne pas glisser, et aussi de pouvoir faire des bonds et se réceptionner. Par contre, il ne possède pas de cloison interdigitale, donc entre les 2 ongles, il n'a pas une petite membrane qui lui permet pas de naviguer dans la neige, il va s'enfoncer énormément. Par contre, ça lui permet d'écarter considérablement les doigts, et il peut s'en servir comme une sorte de préhension. Il peut s'accrocher aux petites rugosités qu'on va trouver sur le rocher. Il a aussi la sensation, il est sensible au toucher, donc il détecte facilement toutes les aspérités du sol et il peut s'y accrocher facilement. Il possède aussi ce qu'on appelle des ergots saillants, c'est les sabots secondaires qui sont situés un peu en arrière. Et ces sabots secondaires, en fait, au niveau du talon, elles ont la consistance du caoutchouc. Ça lui permet d'avoir une sorte de frein, d'améliorer l'accroche en descente. Autre chose, les sabots antérieurs sont beaucoup plus développés que les sabots postérieurs, ce qui fait que quand il fait un bond et qu'il se réceptionne sur les sabots antérieurs, il a une bonne réception et il peut facilement se maintenir. Stéphane, on observe ça chez les chèvres aussi, notre équilibriste a des pupilles qui sont rectangulaires. Est-ce que ça va lui donner des aptitudes visuelles particulières ? Est-ce qu'il voit très très bien le bouquetin ? Alors le bouquetin a une vue très performante. Il est capable même de voir dans la pénombre, justement grâce à ses rétines avec des bâtonnets extrêmement nombreux. Donc son œil est caractérisé par un iris ambré, une large pupille noire et horizontale. Et du coup, on peut comparer parfois sa vue à celle d'un chat, ce qui lui permet aussi d'être à l'aise dans le brouillard. Au niveau de l'ouïe et de l'odorat, est-ce qu'ils sont aussi performants que la vue ? Oui, c'est même assez surprenant d'avoir autant de sens aussi bons chez un mammifère. Donc son ouïe est ultra fine et sélective. Elle est capable de déceler le moindre craquement du manteau neigeux, ce qui est important puisqu'il va vivre pas loin de plaques avalancheuses l'hiver. Donc ça lui permet de savoir où il peut aller chercher sa nourriture. Et il possède également un très bon odorat. On dit qu'il a bon flair et il serait capable de détecter une odeur humaine à 500 mètres. C'est sûrement le sens qu'il utiliserait le plus pour détecter le danger. Et autre particularité, on dit qu'il a un autre sens, un quasi 6e sens au niveau de son oreille interne. Ça fonctionne comme un baromètre et ça lui permettrait de détecter les variations de pression atmosphérique. Et donc, il peut connaître la météo et surtout anticiper et fuir les orages. Stéphane, quand il est dérangé, on peut parfois entendre le bouquetin émettre une sorte de sifflement. Ça lui arrive souvent de communiquer grâce au son ? Oui, c'est d'ailleurs son cri d'alerte. Il lui arrive également d'émettre un son similaire quand il s'apprête à attaquer. Alors à la fois dans les jeux ou dans les joutes avec les autres mâles. C'est un sifflement nasal qui est bref et qui sert vraiment de signal d'alerte, donc qui lui permet de communiquer avec le groupe. Et aussi d'indiquer au danger qu'il l'a repéré.
On en parlait la dernière fois pour la marmotte, hein, le bouquetin, c'est un animal qui boit rarement. Il a des techniques pour s'hydrater quand même, quand il fait comment? C'est vrai que les animaux sauvages boivent très peu, souvent. Donc lui aussi, il boit très rarement. Il peut absorber parfois de l'eau sous forme de neige ou de rosée, mais il se désaltère rarement au ruisseau et au mares. La quantité d'eau contenue dans ces aliments lui suffirait pour passer plusieurs jours sans boire. On peut souvent voir les bouquetins lécher des blocs de sel, les blocs qu'on laisse pour les troupeaux domestiques. Ça lui sert à quoi? Alors le sel lui est indispensable, il va le lécher à toute heure. Donc parfois sur des salines naturelles ou parfois sur des blocs de sel qu'on peut retrouver dans les alpages. En fait, le bouquetin est un ruminant et comme tous les ruminants, sa nourriture est pauvre en sodium, en chlore et en potassium. Et ces sels minéraux contiennent des ions qui sont indispensables à son métabolisme. Du coup, c'est un complément alimentaire pour lui d'aller chercher le sel, soit de façon naturelle, soit sur les pierres à sel qui sont laissées à l'intention du bétail. Vous parliez de la nourriture des bouquetins. Évidemment, on comprend bien que, vu qu'il vit en montagne, cette nourriture varie en fonction des saisons. De quoi sont constitués ses menus favoris? On n'a pas encore parlé, mais le bouquetin est un bovidé. Et comme tous les bovidés, il avale les plantes sans les mâcher. Il les arrache. Et comme la vache, son estomac est composé de 4 poches. Les végétaux vont d'abord passer dans la panse. C'est la première poche. Le bouquetin peut contenir jusqu'à 30 litres. C'est assez important. Donc ça lui permet de vraiment consommer beaucoup d'aliments en période estivale. Dans cette poche, la cellulose va être transformée en sucre. Ensuite, il va régurgiter cette nourriture, il va la mâcher et ça part dans la deuxième poche qui s'appelle le bonnet, qui lui va retenir les parties indigestes et les petits cailloux. Donc c'est une sorte de filtre qui va garder que le bon. La digestion va se terminer dans les 2 autres poches qui sont le feuillet et la caillette. Donc concernant ses repas, en été il va brouter indifféremment herbes et fleurs. Il va juste éviter certaines plantes qui lui sont toxiques, comme les aconites. Il va manger en particulier ce qu'on appelle des graminées. C'est des plantes nourrissantes pour lui et qui sont abondantes jusqu'à une haute altitude. Elles peuvent représenter jusqu'à 70% de son régime alimentaire. En hiver, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il va se rabattre sur des écorces, sur des jeunes pousses, des lichens ou quelques pauvres fétuques, d'autres plantes qui ont été dénudées par le vent. Et parfois, on les voit gratter la neige pour dégager la végétation. L'hiver, c'est vraiment une période assez critique pour lui et il peut rencontrer des périodes de disette. Voilà, période critique. Ils vont puiser dans leurs réserves de graisse pour survivre à cette pénurie alimentaire. Ils peuvent perdre jusqu'à combien de kilos les bouquetins l'hiver? Alors l'hiver, il peut perdre jusqu'à 1/3 de son poids, surtout pour les mâles. C'est assez énorme de perdre 1/3 de son poids l'hiver. D'où l'importance d'avoir fait suffisamment de graisse avant l'hiver. Surtout que au début du rut, le mâle ne va plus s'alimenter pendant quelques semaines. Il est important pour lui d'avoir fait ses réserves. On dit qu'elles peuvent, comme il peut perdre jusqu'à 1/3 de son poids, le mâle peut avoir jusqu'à 30 kilos de réserve de graisse pour passer l'hiver. Et du coup, comment font les petits jeunes de l'année pour survivre à cette période hivernale? C'est une période critique pour eux? L'hiver et même l'été, pour les jeunes de l'année, sont des périodes critiques. La mise bas a lieu vers la mi-juin, donc c'est la période à laquelle la végétation est vraiment abondante et la mère peut se nourrir et du coup allaiter son petit. Ça lui laisse aussi du temps jusqu'en novembre, décembre pour pouvoir prendre assez de poids et faire des réserves. Surtout qu'ils ne sont sevrés qu'à la mi-septembre, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois avoir le lait de leur mère et l'alimentation végétale jusqu'à la mi-septembre. Par contre, il y a une grande mortalité chez les jeunes qui n'auront pas survécu à tous les dangers du milieu dans lequel vit le bouquetin, c'est-à-dire les chutes de pierre, la foudre, parfois la maladie, et puis on compte aussi quelques prédateurs comme l'aigle, le loup, le renard. Oui, du coup, pas facile pour les petits jeunes de l'année, et on comprend du coup pourquoi l'animal, c'est plutôt un animal grégaire, qui va vivre en groupe. Parfois le groupe protège. Mais la constitution des groupes va évoluer, Stéphane, au fil des saisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi mâles et femelles choisissent de vivre séparés, notamment une bonne partie de l'année? En effet, le bouquetin est un animal grégaire. C'est rare d'observer des bouquetins seuls, à part des mâles ou des vieux mâles qui s'isolent. On observe une séparation qui est à la fois sociale et spatiale des sexes.
Donc mâles et femelles ne vont se regrouper qu'au moment du rut, que sur les zones de refuge au moment de l'hivernage également. Il y a une certaine compétition pour les ressources alimentaires, pour le type de végétation et la lutte contre la prédation sur les cabris. Et ces facteurs, en fait, vont agir sur la structure des groupes, ou ce qu'on peut appeler des hardes, selon les saisons. En hiver, on va plutôt voir des groupes mixtes constitués avec les jeunes mâles et les femelles de tout âge. Au cours du mois de mars, la transition entre l'hiver et le printemps, les groupes de femelles vont être accompagnés des jeunes animaux de 1 an seulement. Du coup, les groupes de mâles sont alors plus nombreux. Et on a vraiment une séparation des sexes. Au printemps, les animaux d'1 an vont se regrouper, donc les jeunes de l'année passée vont se regrouper, parfois avec les mâles adultes. Et c'est pendant cette période aussi que les groupes de femelles vont se constituer. Ensuite, pendant la mise bas, les femelles s'isolent, puis après elles rejoignent à nouveau des groupes de femelles, et les jeunes d'1 an qui étaient partis avec les mâles vont les rejoindre à nouveau. Donc en fait, les bouquetins changent très souvent d'environnement social. C'est ce qui leur permet aussi la survie, l'apprentissage au fil des ans. Les bouquetins, ils ont un territoire qui est souvent estimé à une 20aine de kilomètres carrés. Il est divisé en 3 quartiers saisonniers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Stéphane, nous décrire un peu leur habitat idéal, leur lieu de vie, qui évolue évidemment en fonction des saisons, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Donc oui, en effet, le domaine vital du bouquetin est très étendu. Il a un besoin d'espace considérable, surtout les mâles adultes qui vont explorer plus le territoire et plus s'étendre. On dit que pour une population d'une centaine d'individus, il faut à peu près 22 km² et on peut les répartir en quartier d'été, quartier principal qui fait à peu près les 3/4. Puis la zone d'hivernage, à peu près 5 km² et une dizaine de km² pour le printemps. On va pouvoir distinguer 3 quartiers saisonniers. Donc il y a celui de l'hiver et du rut qui sont fréquentés à partir de la mi-octobre et jusqu'à la mi-mars environ. Là, il est capable de se cantonner sur un espace très restreint pendant de longues périodes sur des placettes, mais il va chercher spécifiquement des sites vite déneigés puisqu'il n'est pas adapté au déplacement dans la neige. Il va aussi parfois trouver des refuges dans des fortes pentes où le substrat, en fait le sol, est bien exposé, souvent en roche ou exposé sud où la neige ne va pas tenir. Ou alors des endroits avalancheux où les couloirs sont accessibles du fait des avalanches qui ont pu dégager le manteau neigeux. Ce sont des endroits où il va pouvoir retrouver de l'alimentation. Ensuite, on a les quartiers de printemps qui vont être utilisés d'avril à juin. Ça va occuper les altitudes les plus basses, l'endroit où la neige va fondre en premier, et il va vraiment être à la recherche d'une nourriture plus abondante et fraîche, là où va pousser la nouvelle herbe. Et enfin, il y a le quartier d'été jusqu'en octobre. Là, c'est la zone d'estive. C'est ce qui va lui permettre de trouver une plus grande diversité de relief et d'exposition, et du coup aussi une plus grande variabilité de végétation, ce qui lui permet de se nourrir et de faire ses réserves. Les bouquetins, ils vivent assez longtemps, hein. Ils ont une espérance de vie située entre 15 et 20 ans. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel âge ils peuvent se reproduire, Stéphane ? Oui, on le sait, et d'ailleurs en fait ils atteignent la maturité sexuelle vers 2 ans. Par contre, c'est rare qu'ils se reproduisent dès 2 ans, puisque la compétition entre les boucs fait rage et les jeunes mâles en fait laissent la place aux adultes pour se reproduire. Quant aux femelles, on sait que c'est entre 3 et 13 ans qu'elles sont le plus productives. Vous parliez de la compétition entre les boucs, qui est quand même assez impressionnante. Et bien justement, Stéphane, ça ressemble à quoi un bouquetin en rut ? Que font les mâles ? Quelles sont leurs postures corporelles ? Alors c'est assez étrange quand même. Alors si certains auditeurs ont déjà observé un bouc avec des chèvres, le comportement est un peu le même. Si on est assez proche, on peut aussi le sentir, puisqu'il va dégager une forte odeur à cette période-là. Le bouc, en fait, fait une cour assez étrange à la femelle. Il va la suivre pas à pas pendant des heures. Les cornes rejetées en arrière, la langue pendante, les naseaux bien tendus pour sentir la femelle, et la queue aussi relevée, rabattue sur l'échine. La femelle y est sensible, pas tout de suite. On peut aussi voir parfois la verge rouge, longue, en érection. On peut aussi le voir uriner sur lui, ce qui dégage vraiment cette odeur forte.
pour savoir si la femelle est fertile, il a un organe particulier qu'on appelle l'organe de Jacobson. Et donc il va canaliser ses odeurs vers cette structure située entre le nez et la bouche. C'est pour ça qu'il va froncer les lèvres pour repérer cette odeur. La femelle, au début, elle semble indifférente. Voilà. Pour prouver son impatience, le mâle, lui, va gratter au sol de son sabot, tout en sifflant, en émettant des petits chointements. Et si la femelle n'est toujours pas d'accord et que le mâle s'approche un peu trop, elle va lui mettre quelques coups de corne et s'éloigner. À un moment, sûrement quand elle doit se sentir bien fertile, elle le laisse approcher et pour lui signifier son accord, elle lui lèche le museau et frétille de la queue. Voilà, c'est le moment où elle lui dit qu'elle est d'accord. On dit que les bouquetins sont polygynes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le rut, en fait, le mâle, lui, va errer d'un groupe à l'autre à la recherche de la femelle féconde. Alors, toutes les femelles ne sont pas fécondes en même temps dans le groupe. Et dès qu'il en trouve une, il va la monopoliser. Et une fois après l'accouplement, il va retourner dans le groupe et il va rechercher une femelle. C'est-à-dire que le mâle, lui, s'accouple avec plusieurs femelles au cours d'une saison de rut. Voilà, rut qui va durer entre 4 et 5 semaines, de novembre à décembre. Et on dit qu'il y a 3 périodes durant ce rut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles? Ça démarre à la fin du mois de novembre jusqu'à la mi-janvier. Et on observe 3 périodes. Une période qu'on va appeler le pré-rut. C'est une période durant laquelle de nombreux mâles solitaires vont effectuer des déplacements importants avec l'attitude du rut, c'est-à-dire la queue relevée et les cornes penchées en arrière sur le dos. C'est un peu la période où ils se montrent et ils se regroupent. Ensuite, on a le brut collectif. Il y a beaucoup d'interactions, des grands groupes vont se former et là, les mâles vont commencer à poursuivre les étagnes, se montrer dominants. Enfin, on a le rut individuel. Donc là, les groupes vont être un peu plus petits et c'est pendant cette 3e période, ça se passe en décembre, que les accouplements vont avoir lieu. Est-ce que les combats pour accéder à cette reproduction peuvent mener à la mort d'un animal, en l'occurrence des mâles? Les combats, on va commencer à les observer à partir de la fin du mois de novembre entre les mâles pour conforter surtout une hiérarchie basée sur l'âge, la force, le poids et l'agressivité de chaque individu. Mais en fait, cette hiérarchie, elle s'est établie déjà au fil des jours pendant toute l'année. On observe quasiment tous les jours des combats entre mâles qui vont déterminer cette hiérarchie dans le groupe. De ces combats va ressortir un chef. C'est souvent celui qui va pouvoir saillir le plus de femelles. Par contre, cette place, elle est remise en question mi-janvier à la fin du rut. Alors les combats sont rarement, voire moyennement violents. Les jeunes qui essayent de saillir une femelle convoitée par un mâle plus âgé vont céder facilement et vont pas se confronter à un mâle plus puissant qu'eux. Par contre, entre 2 rivaux de force équivalente, là, un combat un peu plus violent, en fait, surtout visuellement et à l'entendre, va s'engager. Le bouquetin se dresse sur ses pattes arrière et il se laisse tomber avec beaucoup d'énergie vers l'autre. Ce qui fait que les mâles s'entrechoquent les cornes. Donc ça crée un choc puissant et sonore. Le plus faible ne va pas insister. Il peut y avoir des blessures, mais elles restent bénignes comme une plaie à la tête ou une corne cassée. Ça peut arriver qu'un mâle soit déséquilibré et fasse une chute mortelle. Par contre, ça n'arrive quasiment jamais qu'on aille jusqu'à la mort dans les combats face à face. On le disait tout à l'heure, le bouquetin est un animal grégaire qui vit en groupe. Est-ce que différentes hardes peuvent se mélanger pour la reproduction? Des hardes qui ne vivraient pas forcément sur le même territoire? En effet, les hardes de femelles et de mâles se désorganisent, se mélangent et se regroupent sur les places de rut connues et qui sont définies. Donc il y a vraiment un mélange, ça permet aussi de mélanger les populations et d'éviter au plus la consanguinité. Et c'est à noter aussi que c'est le moment où les étagnes vont abandonner leurs cabris qui sont âgés que de 7-8 mois et sevrer depuis seulement la mi-septembre. Donc ces jeunes vont se rassembler et vont être obligés d'affronter l'hiver par leurs propres moyens, puisque seuls les mâles adultes et les femelles vont se regrouper et se mélanger. Vous parlez cabri, justement en juin, les étagnes elles vont se retirer dans un endroit bien au calme pour mettre bas. Est-ce qu'on sait pourquoi, Stéphane, elles ne mettent au monde très souvent qu'un seul petit et elles sont même capables de réguler les naissances en fonction de la densité de population? Si les étagnes sont âgées ou si la nourriture est comptée, elles ne vont faire qu'un petit tous les 2 ou 3 ans. Ça permet de reconstituer les troupes, on va dire, mais ça permet aussi de faire
aboutir les jeunes jusqu'à au moins la fin de leur première année et leur permettre de passer l'hiver. Ces petits cabris vont être capables de suivre leur maman très vite, je crois au bout de 3 jours. Ça ressemble à quoi la vie d'un petit cabri dans la nurserie? Quelques dizaines de minutes, voire quelques heures après sa naissance, le jeune tient debout tout seul et il fera ses premiers pas, en tout cas le jour où il est né. Âgé d'à peine 48 heures, il peut déjà s'aventurer dans les pierriers et les pentes escarpées, mais il restera toujours sur l'œil vigilant de l'étagne. Et 2-3 semaines après la naissance, la femelle va rejoindre la harde, souvent composée de jeunes mâles et d'étagnes avec ou sans petits. Elles sont fusionnelles avec leurs cabris, les étagnes? Alors elles vont l'élever seules pendant quelques semaines. Elles sont très attentives car il est vulnérable. Et c'est vrai que les deux restent collés longtemps l'un à l'autre. Mâles et femelles ont, Stéphane, un emploi du temps fort différent. L'été, quel est leur rythme de vie? Pour les boucs, c'est souvent un lever 1 heure avant le soleil. Ils pâturent tranquillement en montant en altitude. En milieu de matinée, ils vont avoir atteint un poste de repos. Souvent, ils s'allongent au soleil pour ruminer jusqu'en fin de journée. Et c'est là qu'il y a son deuxième pic d'activité qu'il va consacrer à se balader, à découvrir son territoire, à jouer aux joutes et redescendre vers les pâturages pour s'alimenter à nouveau jusqu'à la tombée de la nuit. Les étagnes et les éterlous et éterles, donc les jeunes, vont avoir un rythme un peu moins marqué. L'alimentation va se durer tout au long de la journée à intervalles plus courts. Les femelles, avec des petits, vont consacrer beaucoup de temps au repos et à la vigilance, à la surveillance de leurs petits. Et donc, en fait, on voit qu'ils s'alimentent plus au long de la journée. On peut souvent observer les jeunes et les mâles en train de jouer, de simuler des combats. Ça a un rôle particulier dans leur développement? Alors, les bouquetins, quel que soit leur âge, adorent jouer. Et on voit souvent les jeunes se livrer à de nombreux jeux qui sont des poursuites avec des volte-face, des glissades, des sauts, des acrobaties de toutes sortes, ou parfois escalader des parois. On les remarque aussi dans les couloirs herbeux, faire des glissades sur l'arrière-train, ou alors descendre en tournoyant sur eux-mêmes comme des valseurs. Ça développe leur musculature, ça développe leur aisance. Quand les mâles vieillissent, par contre, le jeu va prendre une autre forme et ça se transforme souvent en des simulacres de combat, ce qui permet de définir la hiérarchie dans le groupe au fil de l'année. Est-ce que, comme chez les renards, par exemple, les jeunes mâles vont se disperser pour favoriser un brassage génétique? On en parlera un peu plus tard, mais la diversité génétique, en fait, est très faible chez le bouquetin. Ça vient des réintroductions et la plupart des bouquetins sont issus des mêmes individus. Le problème aussi, c'est que les colonies sont souvent isolées et que la consanguinité augmente à chaque génération. Donc les mutations positives et les chevauchements de population vont permettre à l'espèce de réduire la consanguinité. Donc il est important et essentiel que les mâles se dispersent pour favoriser ce brassage génétique entre colonies. Je le disais en introduction, le bouquetin a toujours misé sur l'altitude pour échapper à ses prédateurs, ce qui a été très longtemps efficace. La démocratisation du fusil a bien failli lui être fatale au 19e siècle, où il est passé très très près de l'extinction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette période où sa viande était consommée, ses cornes exhibées comme des trophées, et où de nombreuses parties de son corps étaient utilisées à des fins médicinales? Donc oui, le bouquetin en fait est un animal qui est adapté pour se protéger de ses prédateurs naturels. Sa tactique, c'est de se mettre à l'abri hors d'atteinte dans les barres rocheuses, ce qui est plutôt efficace contre ses prédateurs, mais qui n'est pas du tout efficace pour se protéger de l'œil humain et des fusils. C'est une proie qu'on approche facilement, qui peut amener juste de 20 à 50 kilos de viande, ce qui peut être conséquent en cas de disette. D'autre part, ces cornes constituent de beaux trophées et étaient convoitées par les notables. Il y avait aussi des pharmacies spécialisées dans la vente des produits tirés du bouquetin. On en a parlé dans l'introduction, mais les poudres de cornes de bouquetin étaient utilisées contre les coliques et les crampes. Les cornes creusées en gobelet permettaient aussi, soi-disant, de détecter la présence de poison dans certains liquides. Son sang guérissait la pleurésie, c'est une inflammation de la plèvre. Il permettait, son sang, de dissoudre les calculs rénaux. Enfin, l'os du talon pilé était utilisé comme aphrodisiaque. J'ai même lu dans certains récits qu'on soignait les sciatiques en appliquant les crottes sur les zones douloureuses. Et enfin,
Il a été beaucoup chassé par l'Église, en fait, qui demandait à des chasseurs d'aller chasser les bouquetins pour un tendon cardiaque ossifié. C'était une sorte de talisman en forme de cruciforme, forme de croix, qui avait soi-disant des pouvoirs magiques. Et donc on pourchassait le bouquetin pour ça. Vers 1250, c'est les premières armes à feu en Europe. Et là, après, au XVe siècle, selon des écrits naturalistes, on sait que le bouquetin peuple encore une bonne partie des Alpes. Son déclin va s'accélérer à partir du XVIe siècle. Comme son déclin s'accélère, des mesures de protection sont prises au siècle suivant dans certains pays, notamment la Suisse, qui va interdire sa chasse dans certaines régions. Au milieu du XVIIe siècle, le bouquetin aurait quasiment entièrement disparu de la Suisse centrale. En 1821, le bouquetin est en voie de disparition au Piémont, donc il ne resterait plus qu'une centaine, et la maison de Savoie va interdire la chasse et le commerce de l'espèce sur toute cette terre. En 1858, le roi Victor Emmanuel II va créer un district royal au Grand Paradis dans le Val d'Aoste. Là, c'est la première constitution d'une réserve qui va sauver le bouquetin et garantir au souverain le droit exclusif de les chasser. Donc bon, il crée une réserve pour que lui seul puisse le chasser. En France, les 2 derniers bouquetins de la région du Mont-Blanc sont tirés dans les années 1870. Le bouquetin ne subsiste que au Grand Paradis, en Italie, et a priori, ce qu'on découvrira plus tard, il restera aussi quelques bouquetins en Vanoise. Donc une espèce qui a failli disparaître en quelques centaines d'années et que l'homme a protégée et a permis de sauver. Voilà, et c'est cette protection qui a permis au bouquetin de survivre jusqu'en 2021 ? Oui, c'est cette protection qui lui a permis de survivre. Si on continue la chronologie, à la fin du 19e siècle, le Parlement suisse prévoit la réintroduction du bouquetin dans le pays. Il n'avait plus que quelques hardes à certains endroits. Et début du 20e siècle, une demande est faite par l'État, le Conseil fédéral de Suisse, à Victor Emmanuel III pour réintroduire des animaux qu'il pourrait capturer dans la réserve qui a été constituée. Donc au départ, en fait, il y a un refus de Victor Emmanuel III. Le trafic commence pour repeupler la Suisse. La Suisse crée ensuite un parc national dans les Grisons, dans lequel le bouquetin sera réintroduit officiellement. Et puis quelques années après, c'est l'Italie qui commence un programme de réintroduction à partir de bêtes qui vont venir, mais de Suisse. C'est assez surprenant, mais c'est l'Italie qui a permis de sauvegarder un groupe de bouquetins. Il y a eu un trafic de ces bouquetins vers la Suisse, et ensuite l'Italie a acheté des bouquetins à la Suisse pour repeupler ces terres. En France, la réintroduction a commencé en 1959 dans les Hautes-Alpes, à partir d'animaux qu'on a achetés à la Suisse, en échange d'un lot de castors. Et pour favoriser le retour du bouquetin et surtout le maintenir, la France a créé en 1963 le parc national de la Vanoise, où quelques bouquetins avaient survécu. Et toutes ces réintroductions ont vraiment été efficaces, puisque en 1977, on constatait que en Suisse, l'effectif dépassait les 6000 exemplaires, ce qui était vraiment une réussite. D'ailleurs, la Confédération suisse a autorisé à nouveau des tirs de régulation. En France, il était non chassable depuis 1962 et en 1981, il est passé en protection intégrale dans toute la France. On sait que les bouquetins peuvent être particulièrement sensibles à certaines maladies. Est-ce que le contact avec des animaux domestiques comme les chèvres, les vaches ou les moutons peuvent lui poser des problèmes ? Alors certaines pratiques pastorales, surtout la conduite libre des troupeaux, peuvent entraîner des perturbations pour la faune sauvage. À cela va s'ajouter des risques d'infestation parasitaire par les ovins domestiques. Enfin, il faut savoir que la présence de chèvres domestiques à l'époque du rut peut entraîner des risques d'hybridation. Vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, le bouquetin est une espèce strictement protégée aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui explique alors qu'on ait autorisé l'abattage d'un grand nombre de boucs et d'étagnes à cause de la brucellose, récemment dans le massif du Bargy, en Haute-Savoie? Des abattages d'ailleurs qui ont parfois été réalisés sans test au préalable sur les animaux. Ça veut dire que parfois on a tout simplement abattu des bouquetins qui étaient certainement sains. C'est en effet assez surprenant et beaucoup d'associations naturalistes ont protesté. Il y a même eu des actions et la présence d'individus en fait lors des tirs pour éviter les tirs. Je dirais que c'est avant tout une réaction politique et économique
pour tenter de soigner cette maladie infectieuse en fait qui provoque de l'arthrite et des graves lésions aux organes génitaux chez le bouquetin. Ce qui est surprenant, c'est qu'en voulant réduire le risque, qui est déjà faible, de transmission de cette bactérie au bétail, on autorise un abattage de nombreux animaux sauvages. Malheureusement, selon des études, ce n'est pas toujours la bonne solution. On a remarqué chez d'autres espèces que des tirs sélectifs, donc si on va tirer certains individus, dérangent le système social du groupe et des animaux, et ça provoque aussi des déplacements beaucoup plus grands de ces animaux. Donc qui dit déplacement plus grand peut aussi accélérer la propagation de la maladie. Dans pas mal de massifs, on peut voir les bouquetins aujourd'hui équipés d'énormes colliers GPS ou encore de bagues. Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui en France de les suivre de si près, quitte d'ailleurs à dénaturer leur apparence physique. On parlait du bouquetin comme l'emblème de nos montagnes. On n'imagine pas trop cet emblème avec un énorme collier GPS quand même. Il faut d'abord revenir à aux objectifs principaux en fait de ces techniques de marquage. C'est avant tout scientifique. Ça permet de comprendre la dynamique des populations et les mécanismes qui vont entraîner la variation de ces populations. Donc la survie des adultes, les survies juvéniles, les mélanges de populations, donc les immigrations, les émigrations. Voilà, ça permet de connaître un peu mieux les dynamiques. Ça permet aussi de comprendre les caractéristiques de l'utilisation de l'espace. Je parlais tout à l'heure de kilomètres carrés en domaines vitaux. Ça permet de déterminer la taille de ces domaines vitaux. Ça permet aussi de comprendre les caractéristiques de déplacement, à quel moment, à quelle période, de savoir pourquoi il va sélectionner plus tel habitat ou tel autre. Et ça permet aussi de mieux comprendre les contacts entre individus. Donc pour le bouquetin, on a 3 techniques. On a des boucles auriculaires ou des colliers visuels de différentes couleurs. Ça permet de différencier l'animal d'assez loin. On a des colliers émetteurs qui vont émettre un signal radio et ça permet, grâce à des antennes, de les retrouver, de connaître ses déplacements et de relever sa position. Et enfin, on a le collier GPS là qui vont émettre des signaux et là on a un détail beaucoup plus complet des déplacements. Est-ce que le bouquetin pourrait risquer un jour de perdre son statut d'espèce protégée selon vous, Stéphane ? Alors actuellement, on estime la population alpine à 45 000 individus. En un peu plus de 100 ans, on est repassé de quelques groupes à 45 000. Le bouquetin n'est pas une espèce en danger actuellement. Par contre, effectivement, quand on voit son espace vital et toutes les zones dans lesquelles il pourrait vivre, 45 000 individus, c'est peu. Par contre, un jour, il le perdra son statut d'espèce protégée. Mais comme les réintroductions ont principalement eu lieu dans des espaces protégés où la chasse n'est pas autorisée, ces populations ne sont pas prêtes de disparaître à nouveau. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui ? C'est son côté plutôt placide, une sorte de force tranquille. Et puis après, ce qui me fascine aussi chez lui, c'est son aisance dans les milieux escarpés. Je l'ai déjà vu circuler dans des parois, monter, descendre, courir, faire demi-tour. Et aussi le voir parfois circuler dans des pentes quasiment à angle droit, quasiment verticales, à 80 degrés. C'est vraiment assez surprenant de voir un animal aussi costaud, aussi trapu, se déplacer dans des zones aussi inaccessibles pour nous. Quelle est la plus belle observation que vous ayez faite ? Quel est votre plus beau souvenir ? J'en ai plusieurs, par contre. L'an dernier, j'ai vécu une expérience, je crois qu'il me marquera toute ma vie. Je suis parti en bivouac tout seul dans la réserve des hauts plateaux du Vercors. Au moment où je cherchais un endroit pour poser la tente, je suis tombé sur un groupe de entre 45 et 60 mâles, des adultes avec des cornes immenses. Et je me suis assis à quelques dizaines de mètres d'eux et je les ai observés faire les combats, se nourrir, jouer pendant à peu près 1 heure ou 2. J'ai posé la tente, moi, sur une crête, sur une pointe. Et à la tombée de la nuit, je les ai vus monter sur la crête voisine. À vol d'oiseau, ils étaient à 40-50 mètres de moi. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la tente, ils étaient tous présents encore, à peine réveillés. Et j'ai pu prendre mon petit déjeuner en les observant, avoir leur réveil, leurs étirements, commencer à prendre le soleil qui pointait le bout de son nez. Je suis resté quasiment toute la matinée à observer ce groupe se séparer et aller chacun de son côté en plus petits groupes.
C'était vraiment un moment magique. J'avais jamais observé des rassemblements aussi conséquents de mâles. Merci beaucoup Stéphane Desrousseaux, accompagnateur en montagne, animateur nature et photographe, d'avoir répondu à toutes nos questions sur les bouquetins. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à consulter votre site internet curieusdenature.fr et on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de 100% Nature. Merci Stéphane. Merci Sandra, et je conseille aussi aux auditeurs d'écouter toutes les émissions car elles sont très intéressantes. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.